Alors ça fait 10 ans que je fais des urgences vétérinaires maintenant, que je me déplace chez les gens la nuit, les week-ends. J'adore les situations pourries. Voilà, j'adore ça quand on m'appelle pour aller dans un camp de Rome, dans un squat. Je demande à y aller en général. Et un soir, je devais partir faire une visite pour aller sonder un chat qui avait un bouchage urinaire, donc il n'arrivait plus à faire pipi. C'est pas une intervention que j'aime bien. Donc pendant que je suis en route, on m'appelle, on me dit écoute, on te détourne. On a une intervention de merde pour toi. Est-ce que tu la veux bien? Donc je dis toujours avec plaisir. Donc je dis ouais, il me dit c'est une bagarre au couteau dans une cité. Et là je me dis ouais, génial, j'y vais, trop bien. Podcast Story réel. Je demande juste qu'ils mettent le chien en sécurité entre-temps, parce qu'il y a quand même un malade potentiellement dans la rue, donc mettez le chien en sécurité. Donc j'arrive et j'ai une jeune femme qui m'accueille et là elle m'emmène à une voiture. Et en fait ils avaient mis le chien dans la voiture parce qu'ils voulaient l'emmener en clinique à la base et partir avec lui, sauf que le chien avait beaucoup trop mal, saignait de partout et devenait agressif. Et donc il faut que je sorte le chien de cette voiture. Sauf qu'il y a encore un malade dans la cité avec un couteau. Là je me dis merde. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu aimes ça? Pourquoi tu fais ça? Et du coup, je vais chercher des jeunes de la cité en leur expliquant le truc. Ils ont vu le mec planter le chien en plus. Donc je leur dis, les gars, écoutez, il va falloir me protéger là. On ouvre la porte, la voiture repeinte de sang. Les vitres, toutes rouges, pleines de sang. Le chien sous le siège passager, enfin, devant le siège passager qui est là, qui grogne forcément parce qu'il me connaît pas quand j'ouvre la porte. J'arrive à lui faire une injection rapide pour l'endormir, donc il s'endort tranquille. Et on commence à le sortir de la voiture. Et là, je vois tous les jeunes qui se barrent en courant. Et le mec était revenu. Et ils sont allés tabasser le mec pendant la consultation. Je l'apprendrai à la fin parce qu'ils se sont barrés en courant. Moi, j'ai sorti le chien et on est allé mettre le chien chez les propriétaires. Alors, il y avait un des jeunes, probablement un peu moins courageux que les autres, ou bien moins castagneur, on va dire, qui m'a aidé à le porter justement parce que la pauvre dame qui était avec moi n'était pas capable. Donc, on l'a porté, on l'a rentré, on a recousu le chien. Ça a été lui mon assistant d'ailleurs. Hein. Il m'a beaucoup aidé. Il est devenu vétérinaire pendant cette consultation-là. Le mari de la dame était ivre-mort sur le canapé, donc il ronflait dans la pièce d'à côté, en plus, donc le contexte incroyable. Et on a recousu le chien et il allait très bien. Et quand on est ressorti, c'était limite, on se faisait applaudir par les jeunes, qui étaient bien sûr très fiers d'eux parce qu'ils avaient explosé la gueule du mec qui avait planté ce chien. Il n'y a aucun vétérinaire de notre service qu'on forcera à faire cette intervention. Moi, je le fais par choix, parce que je peux aussi dire, écoutez, non, là je peux pas, je vais pas me mettre en danger, mais moi j'adore ça. J'ai déjà eu peur à cause d'un chien. C'est le seul chien dont j'ai vraiment eu peur. C'était un malinois. Déjà, à l'ouverture de la porte chez le propriétaire, je savais qu'il y avait des problèmes. Il y avait des traces sur le mur qui montraient que le chien forçait la sortie en permanence. Et donc, ce chien venait d'être castré dans la journée parce qu'il avait des problèmes comportementaux pour essayer de le calmer, pour essayer un peu de calmer les hormones. Et en arrivant, ce chien force la sortie, fait le tour de moi, me renifle. Voilà, je sais que je suis pas le bienvenu. Le monsieur était inquiet parce que c'était gonflé au niveau du pénis du chien qui vient de se faire castrer. Donc je lui dis, écoutez, mettez la muselière, attachez la muselière et tenez-le en laisse. Le chien va se réfugier dans le lit du monsieur, qui ne dort plus dans son lit, qui laisse le chien dans son lit. Je m'approche du chien, je me baisse sur le côté, le monsieur le tient. Je regarde sur le côté, au moment où je me penche sur le côté pour voir, donc j'ai le temps de voir en plus que ça n'est pas gonflé du tout. C'est juste que à côté du pénis du chien, il y a deux glandes qui gonflent quand ils ont des débuts d'érection. Donc, ces deux glandes étaient gonflées, donc le chien n'avait rien, donc ça montre encore à quel point le monsieur... Alors tout le monde ne sait pas que ces glandes sont là, mais quelqu'un qui a un chien, normalement un malinois, qui est un chien de gardiennage, qui est censé passer du temps avec et s'en occuper, sait ce genre de choses. On devrait savoir ce genre de choses. Et le chien se jette sur moi. Je sens un croc qui se plante dans mon genou, et le chien secoue. Monsieur lâche la laisse. À ce moment, le chien a mis un coup de patte sur sa muselière, l'a retiré, donc le monsieur ne l'avait pas attaché, la muselière. Le chien se jette sur moi, plante le croc, arrache mon pantalon. J'ai le pantalon qui se déchire. Je termine en caleçon, et heureusement, j'ai sa compagne qui vient et qui rattrape le chien et qui le calme d'un seul coup. La femme l'a calmé et a calmé le chien sur place, quoi. Et le monsieur était un peu abasourdi, et puis limite, le sourire aux lèvres à ce moment-là, genre c'est normal ce qui se passe. Donc moi, en slip chez les gens, enfin en caleçon chez les gens, je me nettoie, je me recoue sur place, je me recoue moi-même sur place. Enfin, ma seule conclusion avec la dame, c'est, parce que j'ai arrêté de parler au monsieur à ce moment-là, c'est de lui dire, écoutez, vous pouvez y arriver avec ce chien, mais le monsieur n'avait aucune autorité, n'avait aucune volonté de calmer son chien. Donc un jour, il va mordre un enfant, ce chien-là. Ça, c'est ma plus grosse frayeur. Sinon, j'ai jamais eu peur. Enfin, j'ai jamais été mal accueilli.
chez des propriétaires d'animaux, je suis toujours très très bien accueilli. Je m'offre un café, on m'invite à manger, je passe la nuit là-bas, ça m'est arrivé aussi. Alors pas avec des femmes, hein. Un couple de retraités qui m'ouvrent en peignoir. Très rapidement, ils sont en train de fumer une chicha. Ils sont à poil sous leur peignoir, hein. Ils sont complètement nus sous leur peignoir. Ambiance cool, quoi. Leur chat a un abcès des glandes anales. Donc c'est un petit abcès d'une glande à côté de l'anus, hein. C'est un petit abcès, ça lui fait mal. Ils sont inquiets pour leur animal. Il est 1h du matin, à peu près. Directement, je leur explique que je vais devoir endormir l'animal. Et là, première question, c'est, vous voulez pas un coup à boire, d'abord? Ils étaient en train de boire de la bière. Je leur dis, écoutez, non, je vais m'occuper de votre animal, d'abord. Je commence à l'endormir. Là, au bout de 10 minutes, il dormait pas encore vraiment, donc je décide de lui faire une deuxième dose. Il voit que ça dure. Mais vous voulez pas un coup à boire? Je sens qu'ils sont un peu agacés par le fait que je refuse, quoi. Donc je m'occupe de leur chat, je le tonge, je traite l'abcès, je le mets sous antibiotiques et je commence à le réveiller. Ils sentent que ça prend du temps, donc ils me reproposent un coup à boire. Et là, je me souviens plus du reste. Je suis rentré plusieurs heures plus tard avec un taxi. On a bu du whisky toute la nuit ensemble et on a passé une nuit incroyable. J'ai pas repris contact avec eux le lendemain parce que je me sentais un peu honteux, parce que vraiment je me souviens de plus rien sur la fin. Mais c'est leur vétérinaire qui m'a appelé quelques jours après pour me dire qu'ils avaient beaucoup aimé la prestation de mon intervention et qu'ils avaient passé un très bon moment et que leur chat allait très bien. Il y a cette fois où je suis intervenu en maison de retraite. Une vieille dame, et on est déjà intervenu pour voir ce chat quelques jours auparavant, qui souffrait d'un œdème pulmonaire. Et pendant la consultation, très vite, donc je vais examiner le chat, et je mets mon stéthoscope. Donc à ce moment-là, forcément, j'entends plus rien. Et c'est toujours à ce moment-là que les gens décident de me parler. Et là, j'entends juste le mot toilette. Donc je fais signe à la dame, un petit signe de la main pour lui dire, écoutez, j'entends rien. Et je me retourne et la dame a disparu. Et là, j'entends la douche qui s'allume. Donc cette vieille dame, on est dimanche matin, et aller prendre sa douche pendant la consultation. Donc moi je suis avec ce chat qui respire mal, je commence à faire les soins, mais je vois très vite que ça va pas aller, je peux pas le laisser là, il va falloir que je l'hospitalise. Et donc j'appelle la dame, je dis madame, voilà, il faut qu'on discute du cas de votre chat. J'entends la douche qui s'arrête, et la dame sort toute nue de la douche. Donc je lui dis non mais madame, c'est bon, c'est pas aussi urgent que ça, mais voilà, il va falloir qu'on discute. Et puis en même temps il y a l'infirmière qui rentre, qui voit cette dame toute nue au milieu de la pièce, complètement trempée, moi qui suis avec son chat dans les bras. Et là, c'est genre, mais voilà, c'est la situation la plus cocasse de la Terre, quoi. Et puis la dame qui dit juste, oui, je prends ma douche tous les jours à la même heure, donc c'est l'heure de la douche, là. On a fait hospitaliser le chat, il va très bien. Il s'en est très bien sorti, et puis moi, j'ai vu une vieille dame. J'ai vu ma grand-mère toute nue, quoi, on va dire ça comme ça. Ça m'arrive vraiment de faire des sauvetages très spectaculaires. C'est ceux où à la fin on se sent comme un héros au final, parce que on est confronté vraiment à des vrais accidents. Le plus classique, c'est les chats qui tombent des fenêtres. Ça nous arrive quasiment tous les jours. Mais j'ai vu un chat une fois qui est tombé de la fenêtre, mais qui s'est empalé sur une grille et qui était encore accroché quand je suis arrivé. La propriétaire qui était d'un courage, je suis toujours impressionné par la ténacité qu'elle avait, parce qu'elle le tenait à bout de bras pour pas qu'il descende plus bas sur la grille. Donc elle avait les bras en sang. Et il a fallu qu'on endorme ce chat sur cette grille pour le désincarcérer. Alors heureusement, on a réussi à l'extraire sans avoir à couper la grille, parce que ça aurait pris encore plus de temps. Et toujours avec cette dame qui le tenait à bout de bras dans la cour, le chat qui criait, et tous les voisins qui regardaient dans la cour. On a fini par le décrocher et par le recoudre dans la cour, avec tous les voisins qui nous filmaient par la fenêtre et qui regardaient ça de très près. J'ai laissé les gens avec leur animal à la maison, il n'a même pas eu besoin d'être hospitalisé. Quelques heures après, j'y suis repassé pendant la nuit pour gérer la douleur, jusqu'il ait de nouveau une injection de morphine, et je voulais vraiment aller voir comment il allait, parce que ce genre de sauvetage, on les fait pas souvent. Donc quand ça m'arrive, j'y repasse par la suite. Et quelques heures après, mis à part de la douleur, il allait très bien. À la fin de ce genre d'intervention, on se sent tout puissant. Donc c'est un sentiment qui est génial. Alors ça nous arrive pas tous les jours. Notre cœur aura du mal à tenir aussi, mais on se sent hyper utile à la fin de ces interventions-là. Donc c'est très agréable. Ça, c'est les accidents. Après, il y a les animaux malades qu'il faut parfois accompagner en clinique. C'est à peu près 5% des cas, mais il y a certains cas où on est obligé de les emmener de nous, parce que les animaux, on n'arrive pas à les stabiliser. Ça m'est arrivé avec un animal, justement, qui convulsait. C'était un grand chien d'une 30aine de kilos, à peu près, qui avait mangé des taupicides dans le jardin. C'est du poison pour taupe. Et les convulsions ne s'arrêtaient pas. Donc, dès que je faisais une injection, il recommençait quelques minutes après. Donc, c'est moi qui l'ai emmené. Et il a fallu que je lui fasse des injections à tous les feux rouges, à peu près à tous les stops, tous les feux rouges. Et forcément, dans la voiture, il bouge pas mal. Il était sur les jambes du propriétaire. Et je me suis retrouvé à devoir reposer son cathéter sur donc la voie veineuse sur la bande d'arrêt d'urgence. J'arrivais à la fin du flacon pendant le transfert. En plus, parce que c'est pas un médicament qu'on a en très grande quantité. On a tous les médicaments avec nous, mais forcément, on a des stocks à gérer. Donc, sur un gros chien,
Sur une intervention qui est assez rare, il faut avoir les stocks. Et là, j'arrivais à la fin de l'injection à la fin de mon flacon pendant le transfert. Ce chien sur les jambes de son propriétaire, dans la voiture, à côté de moi pour que j'ai accès à la patte pour faire les injections à tous les feux rouges. C'était un moment épique. C'était vraiment un moment épique. Malheureusement, je fais quelques interventions assez tristes, c'est-à-dire que 5% de mes interventions à peu près sont des fins de vie. J'en ai qui m'ont vraiment marqué. J'ai accompagné un jeune homme qui avait un petit caniche qui était diabétique. Ce chien sortait d'hospitalisation. Donc il était malade, il était aveugle, il avait quasiment plus de dents, il mangeait très peu et il était hyper attaché à son maître. C'est-à-dire que si son maître le laissait, le chien arrêtait de manger et dépérissait. Donc impossible de le laisser à un ami, il avait essayé. Et en fait, ce jeune homme avait sa mère en train de décéder aux États-Unis. Le chien n'étant pas vacciné contre la rage, impossible de voyager. Et donc le chien était en fin de vie, malheureusement également, parce que son vétérinaire lui a dit, voilà, là il sort d'hospitalisation, mais il lui reste quelques jours. Sauf que moi j'arrive chez le monsieur, et là j'ai un petit chien en pleine forme qui m'attend. Malgré le fait qu'il sorte d'hospitalisation, ce jour-là, à ce moment-là où moi j'arrive, il était en pleine forme. J'avais pas le dossier, le vétérinaire n'avait pas laissé le dossier au monsieur. Je dis, il me faut au moins une preuve de la maladie, quelque chose. Parce que là, j'ai un petit chien, certes, qui est diabétique, qui est aveugle, qui a plus de dents, mais qui bat de la queue devant moi. Donc je peux pas. Je lui ai dit, monsieur, écoutez, je suis désolé, je peux pas. Il dit, écoutez, il faut m'aider, ma mère est en train de décéder. Il commence à fondre en larmes. J'avais perdu ma maman quelques années avant, moi, donc forcément, ça fait remonter des trucs, on discute, et pendant la consultation, il me dit toujours, écoutez, j'ai besoin de vous, là. Je dis, mais moi, je peux pas. Donc j'ai dit, écoutez, j'ai le numéro personnel de votre vétérinaire, je vais l'appeler. Le vétérinaire me répond pas. Du coup, je dis au monsieur, écoutez, on n'est pas pressé, votre vol, il est dans 2 jours, je repasse demain. J'attends le vétérinaire, je repasse demain. Le lendemain, je repasse, on pleure ensemble, on est avec ce petit chien. Alors, ce jour-là, il allait moins bien. Donc, il s'était de nouveau redégradé, donc c'est plus facile de le faire dans ce cas-là. On a pleuré ensemble pendant 2 heures, à se raconter nos vies, tout ça. J'ai pas bossé pendant 3 jours après ça. Je pouvais pas, c'est pas possible. Donc voilà, c'est des moments hyper empreints d'émotion. J'en ai d'autres comme ça. Je suis appelé pour une fin de vie, pareil, sur un vieux chat malade, pour le coup, qui a un cancer. Et quand j'arrive, les gens m'ouvrent déjà la porte en pleurant. Je sens qu'il y a quelque chose de spécial en rentrant, et je trouve le chat dans son panier avec une petite photo. Et toute la famille qui était là. Et en fait, la petite fille du foyer est décédée quelques années d'avant d'un cancer. Et ce chat avait été adopté par la famille pendant le cancer de la petite. Donc en plus, la même pathologie quasiment la même pathologie qui les emporte. Ouais, on ressort plombé de celle-là. C'est terrible comme intervention et on encaisse tout ça, quoi. Donc on est un peu des éponges aussi. C'est des moments assez durs. Heureusement, la plupart se passent pas comme ça, mais c'est des moments qui peuvent marquer. J'adore les chats, j'ai eu des chats toute ma vie, mais c'est les animaux qu'on a le plus de mal à soigner. Les chats n'aiment pas les vétérinaires, donc en intervenant à la maison, il y en a qui préfèrent à la maison, il y en a qui aiment moins. Et il y a les chats, ce qu'on appelle les chats tigres. Et les chats peuvent vriller, peuvent avoir des vraies crises d'agressivité. Dans ce cas-là, on intervient dans des circonstances où déjà les propriétaires sont dans un état émotionnel intense, c'est-à-dire, je compare souvent ça à un cambriolage, ils ont l'impression d'être mis en dehors de chez eux. Voilà, ils peuvent plus rentrer à un cambriolage, à un incendie. Il m'est arrivé justement d'intervenir pas loin de Noël pour une dame qui était bloquée entre son chat et son sapin de Noël. Et dès que la dame bougeait, dès que quelqu'un bougeait dans le foyer, donc il y avait un autre chat et le mari de la dame qui était enfermé dans la chambre, dès que quelqu'un bougeait, la dame se faisait griffer et avait les jambes en sang. Et il a fallu que je sorte cette dame de l'appartement, donc je suis rentré en trombe dans l'appartement. J'ai pris la dame dans mes bras qui s'est effondrée, j'avais un poids mort dans les bras, et j'ai shooté dans le chat. Et après ça, il allait se réfugier derrière le sapin de Noël. Il y avait une mare de sang par terre parce que la dame avait saigné, donc elle était debout dans une mare de sang. Et il a fallu que je démonte tout le sapin de Noël branche après branche pour aller l'attraper avec une épuisette derrière et l'endormir. Et dans ces cas-là, en général, on arrive à s'en sortir avec des antidépresseurs pour les chats ou bien en faisant placer les chats dans un autre domicile. C'est pas non plus tous les jours que ça arrive et tous les chats ne sont pas des psychopathes. Et en général, il y a un événement déclencheur, un déménagement, l'arrivée d'un nouveau membre de la famille. Donc quand c'est un enfant, c'est plus compliqué parce que ça peut arriver avec les enfants. Sur des arrivées d'enfants, j'ai vu le cas aussi où des chats n'ont pas supporté. Donc c'est des moments très durs parce qu'il faut réussir à placer le chat derrière et peu de monde est enclin à les prendre en charge, ces animaux-là. Donc nous, on a vraiment un rôle très pédagogique avec les propriétaires d'animaux parce que souvent on nous demande des euthanasies dans ces cas-là, ce qu'on refuse. Il y a une législation autour de tout ça sur les animaux qui ont éventuellement mordu. Mais voilà, on est souvent un petit peu bloqué. Il faut vraiment trouver des solutions et essayer de les trouver vite parce que quand on a un chat qui passe pour un psychopathe à la maison, on n'a pas envie de le garder.
après ces interventions qu'on est obligé de faire, les gens sont traumatisés par ce qui s'est passé. Donc parfois on met les gens sous antidépresseurs aussi. Le chat qui fait en crise, ça s'appelle une crise de dysthymie, donc qui est en train de nous faire un syndrome du tigre, c'est un vrai tigre. J'ai vu des yeux crevés, j'ai vu des gens balafrés, j'ai vu des chats se jeter sur des murs, j'ai cassé des télés, j'ai cassé toute la vaisselle de la cuisine chez des gens, j'ai vu des chats grimper au mur, on aurait dit l'exorciste. Voilà, donc encore une fois, j'ai pas envie d'inquiéter les gens, mais les chats ont des vrais coups de folie. Et je parle pas du petit coup de folie où le soir ils sont plus actifs et ils courent un peu dans toute la maison. Je parle des coups de folie où ils attaquent. Bon, on a l'impression d'être des cow-boys quand on intervient pour cette intervention-là, mais c'est chaud comme intervention. Et derrière, il y a une vraie prise en charge psychologique avec la famille, avec le chat, mais voilà, surtout avec la famille. J'ai vu des armoires à glace, un monsieur de 150 kilos, une vraie baraque, quoi, fondre en larmes dans mes bras parce qu'il en pouvait plus de son chat. Tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas le comprendre. Et on peut s'en sortir sur ce genre de cas parce que souvent c'est un peu une escalade de la violence, c'est-à-dire qu'on a des signes précurseurs, il y a des premières petites crises d'agressivité. Alors pas forcément, ça peut vriller du jour au lendemain quand il y a vraiment un gros élément déclencheur, mais en général il y a souvent des petits signes précurseurs et les chats ne mordent pas en général et les chats ne griffent pas en général. Donc il y a ces petits genres de choses, faut pas hésiter à consulter un comportementaliste. Quand on voit un peu à l'avance qu'il y a des petites crises qui arrivent, ça peut continuer à augmenter, à être de pire en pire. Je m'appelle Pierre, je suis vétérinaire à domicile, urgentiste, donc ça veut dire que j'interviens la nuit, les week-ends, quand les vétérinaires sont fermés. On voit des chats, des chiens, des lamas, des cochons. J'ai vu beaucoup d'animaux, j'ai fait une petite spécialisation en nouveaux animaux de compagnie, donc je suis appelé souvent pour ça aussi, parce qu'il y a peu de monde qui se déplace pour ça. Je vois des tortues, je vois des oiseaux. Je côtoie tout type de personnes, tout type de milieux sociaux, avec un point commun forcément à tous, c'est qu'ils aiment les animaux, en général. Podcast Story réel. Racontez votre histoire. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.